on est parti pour le point actu hardware du jour. Aujourd'hui, mardi 1er juin 2021, au programme 3 grosses parties. Première partie sur les résultats des European Awards, Hardware Awards 2021, avec plein de matériel dans plein de catégories. Pas toujours, pas toujours d'accord, mais de toute façon, c'est pas moi qui votais, donc on verra ce qu'ils ont élu comme meilleur matériel dans chaque catégorie. On va essayer de pas trop s'attarder, mais il y a des trucs qui sont intéressants, d'autres un peu moins. Ensuite, on passera au Computex avec d'abord la conférence AMD qui avait lieu aujourd'hui à 4h du matin. Croyez-moi, je n'y étais pas en direct. Et ensuite la conférence Nvidia qui avait lieu à 7h du matin, un peu plus correct comme horaire, mais je l'ai toujours pas vu en direct. Mais bon, je vous fais un rapide résumé. Des conférences pas si riches que ça, en tout cas en termes de matériel et de trucs pour le grand public. Il y avait quand même des assez grosses parties réservées aux professionnels avec du matériel serveur, de l'intelligence artificielle, des trucs peut-être un jour pour nous dans le futur, mais pour l'instant réservé aux professionnels. On continuera avec plein de petites annonces aussi, soit directement liées au Computex, soit un peu en marge. Vous savez que souvent des plus petites marques profitent de la visibilité de grands événements pour annoncer des produits, des refreshs, tout ça. Donc le Computex, c'est pareil. On a certains qui profitent de l'émulation médiatique pour sortir leurs petites annonces, et c'est bien normal. Donc on aura des cartes mères, de la mémoire RAM du futur avec de la DDR5, Thermaltake qui nous annonce plein de trucs comme d'hab. Et on finira avec une petite promo sur une webcam, une des meilleures webcams qui reste à un prix accessible, et peut-être la meilleure de chez Logitech. Un petit comparatif sur des processeurs dernière génération et le stock des cartes graphiques. Je vous prépare direct, le stock des cartes graphiques, c'est pareil. Toujours un peu triste. Mais faut regarder, un jour ça changera et on sera là quand ça arrivera. Et on pourra le voir en direct, mais c'est pas encore pour aujourd'hui, malheureusement. Hop. Du coup, on commence avec les European Hardware Awards 2021. Du coup, pour faire simple, c'est une petite remise des prix entre certains acteurs de l'actu hardware. Faut souligner ça quand même. Donc on a différents membres, jury, qui sont du coup des représentants de plusieurs pays d'Europe, pas de chaque pays malheureusement. Donc ici avec Royaume-Uni, Pologne, Espagne, et pour nous la France c'est Cocotland, et vu que je leur pique souvent leurs trucs, leurs actus, et je me devais de montrer ce qu'ils ont élu. Parfois c'est bien, parfois je suis pas totalement d'accord, mais encore une fois c'est pas moi qui ai voté. Donc le premier, le meilleur processeur avec le Ryzen 9 dernière génération, le plus puissant, 5950X. En même temps, pas vraiment étonnant, un processeur qui a 16 cœurs. Voilà, il n'y a pas vraiment d'équivalent chez la concurrence. Si on veut atteindre les 16 cœurs, on passe sur des processeurs plus axés professionnels. Ici, on reste sur un processeur de bureau, tout ce qu'il y a de plus classique, à part qu'il consommera un max et du coup, il faudra le refroidir en conséquence. Mais en termes de performance, effectivement, 16 cœurs qui peut lutter pas grand monde. On est sur aussi le plus cher des processeurs de bureau classiques. Faut aussi le souligner. Côté carte mère, format ATX, donc grand format, ils ont pris la Asus ROG Maximus 13 Hero. Et oui, il fallait que je lise les chiffres romains. J'aurais pu dire X bâton, mais j'ai dit 13. Encore
un truc sympa, effectivement, on est sur du ultra haut de gamme, on est chez Asus, la gamme ROG qui est déjà premium, on est sur des prix, n'allez pas voir, hein. Ça fait très très mal pour une carte mère. Effectivement, c'est hyper stylé, c'est probablement un des meilleurs matériels, mais vous allez vraiment le payer aussi comme un des meilleurs matériels, donc c'est toujours un peu compliqué de choisir seulement une meilleure carte mère ATX, parce que y a des histoires de gamme et tout le monde n'a pas le même budget. Ici, si vous avez un gros budget, effectivement, on est sur du top matériel, aucun problème, mais encore une fois, ce sera plutôt cher. Yo Kid Cash, ça faisait longtemps, ça fait un plaisir de te voir. Continue avec les cartes mères, on descend un peu en format avec du micro ATX, on passe chez MSI avec la MAG B550M Mortar. Donc voilà, encore du très bon matériel, mais encore une fois, c'est du haut de gamme, hein. Là-dessus, c'est facile de choisir le meilleur matériel. On prend les plus chers et déjà on a, on a un choix réduit avec quasiment que de la qualité. Donc oui, ce sera une très bonne carte mère. Encore une fois, vous la paierez assez cher. On finit avec les cartes mères avec les mini TX. On repasse chez Asus ROG avec la Strix B550L Gaming. Donc voilà, un petit format, encore une fois, du très haut de gamme dans les cartes mères. Donc oui, ça marchera très bien, mais il faudra lâcher un petit billet quand vous ferez votre config. Cela dit, effectivement, en termes de cartes mères, Asus ROG et MSI en général, on est quand même sur du bon matos, qualitatif, qui durera plutôt bien dans le temps, tout ça, mais c'est pas forcément les moins chers. On continue dans le plutôt haut de gamme des barrettes de RAM. Si on choisit les Corsair Dominator Platinum, encore une fois, effectivement, elles sont très performantes, là-dessus aucun problème. Elles iront chercher des fréquences élevées sur certains modèles. Elles ont un design sympa, elles sont RGB. Mais c'est dans les kits RAM les plus chers de Corsair qui sont loin d'être la marque les moins chères en termes de kits de mémoire RAM. Donc oui, encore une fois, très bien, mais aussi très très cher. Et là, celle-là, vraiment très très chère, malheureusement. On continue avec le meilleur GPU. Attention, GPU, donc là on parle de la puce qui est à l'intérieur et pas de toute la carte graphique. Le meilleur GPU est élu chez Nvidia, la 3080. Pas vraiment étonnant, hein, les cartes Nvidia qui sont largement plus plébiscitées que les cartes AMD. Donc la 3080 est bien, et pourquoi pas la 3090 ? À mon avis, parce que pour Nvidia et pour la plupart des gens qui connaissent un peu le hardware, la 3090 reste une carte plus dédiée aux professionnels que une carte vraiment faite pour le grand public, donc un peu plus compliqué d'aller chercher. Oula, le petit refresh, d'aller chercher de la 3090 qui est en plus à des prix, enlever les Founders Edition introuvables, des prix indécents. Au niveau de la meilleure carte graphique basée sur une carte AMD, et facile, hein, ils choisissent la 6900 XT de référence. Ils sont pas trop embêtés. Faut dire aussi que dans les versions custom AMD, on n'est pas trop allé chercher des trucs un peu atypiques. On est resté très sobre, voire parfois reprendre quasiment le design de référence et y ajouter le logo et la marque du fabricant de cartes custom. Donc pourquoi pas. En vrai, j'ai quand même l'impression que ces cartes AMD n'arrivent pas à exploser comme le souhaiterait AMD. J'ai un peu du mal à comprendre tout de même. C'est des bonnes cartes. Enlever la partie du coup ray tracing, vu que à l'heure actuelle toujours pas d'équivalent DLSS. Sinon en termes de performance brute, c'est quand même des sacrées bonnes cartes. Côté carte custom Nvidia, on a ici une MSI, donc la 3080 Gaming Z Trio. À noter aussi que là du coup on reste sur de la 3080 et on a quand même décidé d'aller jusqu'à la 6900 XT côté AMD. Pourquoi pas la 6800, je ne sais pas. Mais là on ne s'est pas privé d'aller chercher
Ça m'a un peu donné cette impression-là, effectivement, qui te cache. Et je suis un peu. C'est pour ça que sur des trucs, je suis un peu pas d'accord. Donc, effectivement, c'est des meilleurs, mais c'est souvent des cartes très très chères. J'ai pas vu cette carte en stock depuis longtemps, mais voilà, on est sur du haut de gamme, déjà sur des cartes 3080 qui sont chères, donc imaginez un peu la note. Côté écran, on est resté, voilà, on est resté sur quel est le plus cher. Et remarque, c'est pas totalement vrai. Maintenant, on a des écrans qui sont plus chers que ce G9 Odyssey de Samsung, euh, qui est pour le coup, par rapport à ce que c'est, attention, remettre les mots dans son contexte, pas si cher que ça. On est sur un écran, alors, on est sur quoi? 49 pouces, si je me trompe pas, incurvé, qui représente du coup comme si vous aviez deux écrans 27 pouces, collés. Donc, donc on est sur quelque chose quand même d'ultra haut de gamme et il coûte 1500 euros. Alors oui, c'est cher, mais on est sur quelque chose de vraiment, vraiment ultra premium, un format ultra large, une définition 1440p, compatible jusqu'à 240 Hz. Donc voilà, on va un peu tout chercher sur ce modèle. 1500 euros, c'est très cher, mais il existe des écrans plus chers et parfois pas forcément mieux. Donc effectivement, si vous êtes prêt à mettre 1500 euros dans un écran, c'est probablement le meilleur écran que vous pouvez avoir si le format vous convient. C'est un format très particulier. Côté moniteur professionnel, on va du coup professionnel, c'est pour les gens qui ont besoin de couleurs réelles, de belles, plus avoir une qualité d'image que par exemple un haut taux de rafraîchissement. Donc ici on passe chez MSI avec le Prestige PS341WU. Je ne connais pas cette référence, ça doit coûter très cher. Je sais que la gamme Prestige de MSI coûte très très cher, vraiment. Elle est totalement différente, vraiment axée pour les pros, mais du coup avec les prix des pros, et ça on connaît, hein, c'est très cher. Côté ventirad, on a un Noctua, donc bon voilà, hein, genre à peu près les boss Noctua dans le refroidissement par air, tandis que mon écran secondaire s'éteint, yes. Euh, du coup, pas vraiment étonnant. Encore une fois, on n'est pas vraiment dans l'accessibilité. Un Noctua, c'est en termes de performance, c'est vraiment des boss. Par contre, vous avez rarement des promos dessus et on est sur un petit billet. Ça marchera très bien. On est sur un très gros format aussi, un format Dual Tower. Vous avez du coup deux ventilateurs, mais il faudra la place dans le PC. Ça refroidira à peu près n'importe quel processeur, même peut-être pas au top, mais même peut-être le 5950X. Quoique, remarque, celui-là a l'air costaud. Ça fera vraiment le taf, mais il est cher. Vraiment, pour un ventirad, il est cher. Pareil, côté water cooling, où là, on s'est pas vraiment embêté. À chaque fois, on va chercher les boss. On passe chez EK. EK, vraiment un grand nom du water cooling, surtout custom, parce que voilà, c'est les boss dans le water cooling custom. Ils font aussi des kits all-in-one maintenant. Ici, on nous cale le 360, donc gros format. Avec la qualité EK, c'est sûr que ça marchera bien. Encore une fois, en termes d'accessibilité, pas trop. Pas trop, pas trop. Mais en termes de performance, oui, totalement. Côté ventilateur, on reste chez des boss. Noctua. Noctua qui va d'abord chercher les performances. D'abord les performances. Là où beaucoup, aujourd'hui, dans les ventilateurs, vont aussi chercher le design, une espèce de compromis performance-design, en jouant la carte du RGB, tout ça. Donc tu vois, c'est d'abord, ça marche bien, ça refroidit bien, et après on voit. Donc ici, design très sobre, petit amortisseur en caoutchouc pour plus de silence, mais pas de RGB, pas de... on est sur du basique, mais ça marche bien. Encore une fois, pas des ventilateurs les moins chers, mais pas les plus chers non plus. En plus, là, on n'a pas de RGB, tout ça, donc c'est des ventilateurs à 15 euros pièce en général, un truc comme ça. Ce qui est, moyen, gamme intermédiaire.
Côté disque dur, pareil, on s'embête pas trop, on va chez Seagate, on prend le Iron Wolf de 8 Tera. Voilà, des valeurs sûres. Seagate qui fournit pas mal de data center en, en disque dur, donc il maîtrise. Côté SSD, pareil, on garde des grands noms. On passe chez Samsung avec le 980 Pro de 1 Tera, donc PC Express 4.0, des débits de ouf, un prix de ouf aussi, mais en termes de performance, encore une fois, on tape dans le mille. Côté NAS, je vous avoue que moi j'ai très peu de connaissances sur les NAS, mais je connais la marque, Synology, et ici on propose un modèle, j'imagine encore une fois, très premium, avec le DiskStation DS 1621+. Voilà, vous avez 6 emplacements hein, quand même, donc de quoi avoir de la place pour ce que vous voulez, hein, clairement. Oui, j'imagine beaucoup moins cher, mais celui-là est prêt à l'emploi et doit probablement fonctionner très très bien. Par contre, encore une fois, le petit billet à l'achat, ça doit faire un peu moins plaisir. Côté SSD portable, on a le Crucial X8. Donc ça, ok, pourquoi pas. J'avoue, je connais pas trop les SSD portables. C'est l'avenir du stockage portable, sauf que le problème, c'est que c'est encore à l'heure actuelle plutôt cher, surtout si on veut dépasser les débits du SATA. Donc, ah non, non, pas de disque dur fourni dans les NAS. C'est juste on a les emplacements. Parfois, il y a des petits bundles avec des disques fournis. Ça peut être intéressant. Côté boîtier, on a ce magnifique boîtier qui est le mien. Donc le Fractal Define 7. Incroyable, très très bon boîtier. Encore une fois, on n'est pas dans les plus chers boîtiers là. Là par contre ils ont fait des concessions, on peut aller sur des boîtiers bien plus chers si on y met les moyens. Ici on est sur un boîtier à 150 euros. Très très bon boîtier, on a une compatibilité très très grande, une insonorisation plutôt très correcte malgré la vitre. Mais effectivement, c'est un grand format, il existe des formats plus réduits, mais là en termes de compatibilité, on a la place pour tout. Et effectivement, en l'utilisant tous les jours, je recommande, c'est un très bon boîtier. Par contre, il est quand même pas ultra accessible, on est sur l'entrée du haut de gamme des boîtiers tout de même, donc environ 150 euros en général. C'est une qualité qui se paye, comme souvent dans les boîtiers malheureusement. Il n'y a pas trop de miracles dans les boîtiers. En micro ATX, on reste chez Fractal avec le Meshify C-Mini. Donc, oula. Bah ouais, mais là, vous m'avez descendu bien de trop, là. À l'aide. À l'aide. Ok, on est là. Ça montre qu'il y a encore plein de choses à faire, donc je vais essayer de pas traîner. Boîtier toujours Fractal, qui existe aussi en format plus grand. Ici, on est dans le format micro ATX. Donc, encore une fois, très bonne qualité. Il y a eu du spoiler, fermez les yeux. Très bonne qualité. Son Fractal, c'est très qualitatif, c'est juste voilà, un peu cher. Vous payez la qualité comme souvent dans les boîtiers. Un peu malheureux. Niveau ITX, donc vraiment les tout petits formats, on passe chez Cooler Master avec le Masterbox NR200P. Un petit format, certes, mais une grande compatibilité, on l'avait vu, on l'avait présenté. Et en vrai, effectivement, c'est un bon boîtier qui vous permet beaucoup de choses dans un format réduit. Après, c'est toujours la même chose, hein, plus vous réduisez le format, moins vous avez quand même la place pour mettre des choses et aussi refroidir. Donc, pensez-y. Côté alimentation, on est repassé dans le plus cher, c'est le mieux, avec du Be Quiet, la Dark Power Pro 12. Je sais même pas, ça doit être du 1200 watts, hein, j'imagine. Donc voilà, entièrement modulaire, mais regardez pas le prix, vous allez faire des cauchemars. Niveau souris, ils ont choisi la Corsair Sabre RGB Pro. Oui,
Oui, non, peut-être. En vrai, je sais pas méga convaincu par ce choix, mais les souris, c'est très personnel et c'est difficile de choisir la meilleure souris, clairement suivant ce que vous recherchez et encore une fois, le budget que vous êtes prêt à mettre. Une souris, on l'a vu dernièrement, on peut y mettre moins de 15 euros, mais on peut aussi y mettre 150 euros et plus pour des modèles très haut de gamme. Donc j'imagine que là, il y a un entre-deux de choisi. Je connais même pas le tarif de cette souris, mais Corsair, toujours une bonne marque. Après, je vous avoue que moi, c'est pas trop la souris que je préfère, mais souris, c'est un peu les goûts et les couleurs. Un peu pareil pour les claviers avec ce Mountain Everest. J'imagine que ce qui est mis en avant, c'est le fait qu'il soit plutôt modulaire avec ce pavé numérique détachable. Ça doit être un clavier mécanique qui a l'air quand même pour le coup très premium. Donc je connais pas le prix, je suis pas allé voir parce qu'il m'intéressait pas plus que ça. Mais j'imagine qu'il est plutôt très cher. Il sera sûrement très bien vu qu'il a été choisi comme meilleur clavier de l'année. Mais il gagne pas chez moi, dans mon cœur. Non. Ah ouais, donc la souris plutôt accessible pour de la souris. C'est de la souris gaming, hein. Donc on a les caractéristiques et les performances gaming. Donc aux alentours de 50 euros, ils ont fait un vrai compromis en termes de prix, ce qui est pas toujours le cas. À mon avis, ce clavier par exemple est bien plus cher et bien moins un compromis que pour les souris. Pareil au niveau du routeur. Ici, un très très bon routeur de Netgear, le Nighthawk AX12. Très très bon routeur, oui, mais pas très accessible pareil. Alors oui, si vous avez besoin de performance, ça peut être un très très bon choix. Mais encore une fois, il faudra garder à l'esprit qu'il y a un petit billet à lâcher à l'achat. Côté VR, on a l'Oculus Quest 2 qui est pour tout le monde le meilleur casque VR actuel, donc tant mieux. Encore une fois, la VR, petit, c'est totalement un vaisseau Star Wars. Pour la VR, petit problème, c'est que c'est pas du tout accessible, hein, clairement. À part, à la limite, peut-être la VR sur PlayStation 4, vu qu'on n'a pas encore eu le refresh pour la PS5. Mais sinon, en termes de VR pour PC, déjà, il faut acheter ce super casque, mais aussi le matériel pour faire tourner le jeu derrière. Sachez que la VR est un gouffre à performance. C'est très très bien, hein, mais c'est un gouffre à performance, donc il faut une vraie config et quelque chose de solide, bien refroidi, tout ça, si vous voulez avoir une expérience agréable. Surtout que l'expérience désagréable en VR, ça peut être vomitif, donc vaut mieux éviter. Côté fauteuil gaming, on a ici la Noble Chairs Icon, très très bonne chaise, très très chère aussi. Donc voilà, des chaises, il y en a plein, des très chères, il y en a aussi pas mal. J'aurais aimé qu'ils fassent un peu plus de compromis sur le prix. Côté meilleur équipement streaming, ils ont choisi la Elgato Camlink 4K. Ça pareil, pas méga convaincu, j'aurais préféré un choix de micro ou de webcam plutôt que voilà, un accessoire qui est très utile pour beaucoup de gros streamers, hein, qui permet notamment de relier un appareil photo ou une caméra qui n'est pas prévu à la base pour être utilisé comme webcam et l'utiliser comme webcam. Du coup, on est sur quelque chose voilà, qui peut professionnaliser très largement l'image d'un live ou d'une vidéo. Mais on s'adresse à très peu de gens, on est sur quelque chose qui coûte cher de base, sans oublier qu'il faut derrière rajouter par exemple un appareil photo professionnel qui là coûte pas très cher mais ultra cher. Donc c'est cool, c'est un bel objet, oui, c'est un objet qui est utile pour certains streamers et youtubeurs, mais c'est pour l'élite quoi. Clairement, c'est pour l'élite. Côté casque, on est sur le HyperX Cloud 2 Wireless. Très bon casque. HyperX, plus besoin de faire leur renommée, hein. Ils sont présents et ultra réputés. Encore une fois, on est sur du très haut de gamme en termes de casque. En plus, en modèle sans fil, plutôt cher. Côté écouteurs, là on est casque, pas gaming, pas de micro.
On est sur le Sony WH-1000XM4. Sony pareil, hein, dans le son des boss, très très bon casque. Mais encore une fois, on est sur du matériel vraiment premium, hein. Ne l'oubliez pas. En termes d'écouteurs sans fil, on est chez One More, que je ne connais pas du tout comme marque, avec des True Wireless ANC. Je ne connais pas ce produit, donc je ne dirai rien, mais visiblement, meilleurs écouteurs de l'année. Côté enceinte, on est chez Edifier, que je connais pas non plus, avec le S2000 Mark III. Très joli look, j'aime beaucoup. La petite finition en bois et tout, c'est propre. Côté mini PC, et là il y a une vraie déception pour moi. Attention, ils ont élu le Corsair One. Très très bon mini PC, mais je vous avoue que je connaissais pas ce modèle. Du coup, je suis allé voir rapidement et je me suis rendu compte que, effectivement, en termes de config, on était sur de l'ultra haut de gamme dans un format très réduit, mais en termes de prix, on était entre, allez, je crois les moins chers, ils étaient à 3500 € et ça montait à plus de 5000. Donc, oui, peut-être, mais pour qui? Je sais pas, hein. Et du coup, ils l'ont remis là, dans les meilleurs systèmes gaming de bureau. Encore une fois, je sais pas. Je sais pas. Pas méga convaincu, je vous avoue que j'aurais choisi d'autres trucs. Mais ils aiment Corsair, visiblement, on peut pas leur en vouloir. Côté notebook, donc ultra portable, on repasse chez Asus ROG avec le Zephyrus G14, très bon ultra portable. Pas les plus chers, hein, des ultra portables, mais bon, on est quand même Asus ROG, hein, du premium, toujours, encore et toujours. Côté 2 en 1, donc avec un écran tactile, on reste chez Asus ROG, mais ici c'est la gamme Flow X13. Aussi très bon matériel, mais en termes de prix, voilà, on va chercher toujours les performances plutôt que le prix, hein, visiblement. Meilleur notebook gaming, on repasse sur le Zephyrus G14. Voilà, hein, visiblement très apprécié par la communauté, ce Zephyrus G14. Effectivement, c'est quand même un bon truc dans le sens où ça peut faire du gaming. On est sur un mini format 14 pouces qui est un format restreint mais qui nous permet quand même d'avoir un écran correct de 14 pouces. Donc c'est pas étonnant que ça plaise. Meilleur smartphone, l'iPhone 12, incroyable. Meilleur wearable, donc je sais pas trop comment le traduire. Je vais le traduire par objet connecté, même si c'est pas une bonne traduction. Mais il n'y a pas. Est-ce qu'il y a un mot en français pour traduire ça? Pas sûr. Bon, ils ont choisi l'Apple Watch Series 6, hein, qui est encore et toujours la smartwatch la plus plébiscitée à l'heure actuelle. Côté objet connecté, on passe chez Amazon avec l'Echo Gen 4. J'avoue que je suis pas trop utilisateur d'objets connectés. Mais meilleur produit gaming, on passe sur les séries 30 de Nvidia, pas étonnant. Très peu disponible, mais pas étonnant. Ah, un accessoire portable, ouais. Peut-être. J'avoue que je me suis posé la question sur la traduction, mais j'ai pas trouvé de truc. Oui, je pense effectivement qu'ils gardent wearable, mais du coup, c'est pas français. Meilleur produit overclocking, là j'ai été surpris, je me suis dit qu'ils auraient pu passer sur la 11e génération d'Intel. On a vu que ils ont plutôt bien fait muse avec l'overclocking sur cette 11e génération. Et c'était d'ailleurs les meilleures news qu'on avait sur cette 11e génération. Donc un peu étonné pour le coup. Meilleure technologie, le Zen 3, donc les Ryzen 5000. Ok, why not? Et produit de l'année, les Ryzen 5000. Donc, en termes de processeur, on a quand même très largement AMD qui est mis à l'honneur. En termes de carte graphique, très largement Nvidia. Voilà. C'était long, on a tout vu. Et j'y ai passé quand même pas mal de temps. On va essayer de pas trop traîner. J'ai envie de jouer à Trackmania. Mais on continue avec le Computex. Alors, je vous mets vite fait le début de la conférence. Ça, c'est le début de la conférence AMD.
Vous allez voir. Regardez, écoutez. Bon voilà, je vous mets que le début parce que sinon ça dure 40 minutes et j'ai pas le temps. Euh, mais j'ai trouvé ça intéressant de vous montrer le début de cette conférence qui, comme vous avez pu le remarquer, dans un premier temps nous montre les derniers produits d'AMD qui cartonnent, peut-être un peu à part les cartes graphiques, mais tout le reste cartonne vraiment au top. Et ensuite, vous voyez cette scène avec du coup du public, restreint bien sûr, mais du public. Donc voilà, ça c'est l'introduction et la mise en scène d'AMD pour une conférence qui a pour le coup été plutôt intéressante. J'avoue que je me suis pas trop ennuyé. Et on va revenir un peu sur ce qui a été présenté et on commence par quelque chose qui est attendu par quasiment tout le monde, ce Fidelity FX Super Résolution qu'on appellera FSR maintenant parce qu'il l'appelle comme ça et que c'est bien plus court. Donc DLSS d'un côté, FSR de l'autre. Il sera dévoilé le 22 juin prochain. Incroyable. Donc quel est le but de ce FSR? Bah rendre les dernières cartes graphiques AMD capables de délivrer une expérience de jeu fluide en activant le ray tracing. Et ce qui est incroyable, effectivement, c'est que c'est compatible avec, en théorie, tout et n'importe quoi. On nous annonce dans un premier temps, bien sûr, la compatibilité avec les cartes AMD. Mais quand on nous dit les cartes AMD, voilà, hein, on rigole pas, hein, c'est les cartes AMD, c'est pas la dernière génération de cartes AMD ou comme chez Nvidia seulement les cartes taguées RTX. Ici, c'est les cartes AMD, donc de la Vega aux dernières RX 6000. Donc voilà, un maxi compatibilité, ça régale. Bien sûr, les consoles dernière génération qui sont équipées de matériel AMD, mais aussi, mais aussi la concurrence, et ça ils l'ont bien dit, et ça m'a bien fait rire. Donc les cartes Nvidia qui pourront bénéficier de ce FSR. Alors bien sûr, si vous bénéficiez déjà, si vous avez une RTX et que vous bénéficiez déjà du DLSS, l'intérêt semble moindre forcément. Mais si vous avez une carte plus ancienne qui ne bénéficie pas du DLSS parce que pas RTX et donc pas le matériel dédié, et ben vous pourrez utiliser la technologie AMD pour soulager votre carte. Donc je trouve ça assez incroyable. Encore faut-il avoir un vrai retour en termes de performance. Mais effectivement, c'est très très fort d'un point de vue communication. C'est juste incroyable. Et on avait vu que certains avaient déniché le brevet de cette technologie qui avait été déposé en 2019, je crois. Et on a vu qu'en théorie, ça pouvait être. L'idée de base était la compatibilité infinie avec n'importe quel matériel à partir du moment où on avait des puces de calcul, quoi. Même des processeurs, même des tablettes. Ça, en théorie, ça pouvait aller sur n'importe quoi. On nous donne une petite, petit teasing le 22 juin. On nous informe qu'il y a 4 pré-réglages différents allant de la qualité maximale aux performances maximales, donc à choisir en fonction de ce que vous voulez. Bien sûr, ils nous ont montré des petits tests sur des titres choisis avec des cartes AMD dernière génération, donc il faudra voir ce que ça donne en réalité. Mais
de ce qu'ils nous montraient, ça marchait très très bien. Encore une fois, par contre, ça a dû être optimisé sur ce qu'ils nous ont montré. Mais par exemple, ils ont pris Godfall qui tournait à 49 FPS en 4K avec une 6800 XT. Oui, 6800 XT. On n'est pas allé chercher la 6900, mais on reste sur la 6800. Et en fonction du mode de réglage de ce FSR, on passe soit à 78 pour avoir de l'ultra qualité, et on peut pousser jusqu'à 150 en mode performance. Bien sûr, ça se fera au dépit d'un peu de qualité. Ils nous ont montré sur une 1660 où là on peut gagner jusqu'à 41% de performance. Ça reste, faut faire attention. On nous montre ça sur Godfall, qui est un jeu qui a été développé un peu avec une assistance d'AMD et tout. Faut avoir un plus large échantillon de tests sur différents jeux pour avoir une vraie idée. Mais déjà nous montrer ça, qu'on teste une 1660 avec la nouvelle technologie du FSR, ça met les choses en place et ça régale un petit peu. Donc il faudra attendre le 22 juin pour avoir les premiers vrais retours, une fois que les gens auront pu mettre la main dessus et tester plusieurs titres et plusieurs matériels. Mais sur le papier, on en attend beaucoup et ça peut être un gros coup de boost à la partie GPU d'AMD. Parce que encore une fois, ce sera quand même quelque chose qui sera probablement optimisé pour le matériel AMD, hein, faut pas se mentir, notamment les dernières générations, parce que ça reste un des trucs qui leur manque pour que cette dernière génération de cartes graphiques arrive à chatouiller en termes de performance sur des jeux en 4K, ray tracing, tout à fond, Nvidia et sa magie du DLSS qui est elle, plus compliquée à mettre en place vu que appuyée par du matériel dédié. Deuxième grosse annonce, et ça on les attendait depuis pas mal de temps et on se demandait quand ça allait arriver, mais on a enfin les APU Ryzen 5000 qui débarquent avec plusieurs modèles du Ryzen 3 au Ryzen 7. Et pour le coup, c'est vraiment très très bien. On a vu aussi pendant la conférence des tests sur des jeux, voilà, des jeux type pas trop gourmand, un peu les jeux compétitifs où on va pas forcément chercher des gros graphismes, mais on souhaite plus avoir des performances et une expérience plutôt correcte de jeu avec ces APU qui ont du coup pas de carte dédiée, mais une partie graphique intégrée, comme peut l'avoir les processeurs Intel. Ici, c'est vraiment un gros truc, surtout à l'heure actuelle où acheter une carte graphique est hors de prix et beaucoup de gens peuvent se passer d'une carte graphique dédiée, surtout si on a un APU solide. Donc c'est vraiment sympa. Peut-être la seule réflexion que je me suis fait en mal sur ces APU, c'est dommage qu'on n'ait pas un petit Ryzen 9 vraiment ultra performance d'un point de vue processeur et avec du coup une partie graphique intégrée. Mais je comprends, Ryzen 9 c'est déjà du très haut de gamme. On se dit que les gens qui sont prêts à payer un Ryzen 9, ils sont prêts à acheter une carte graphique même si ça vaut une blinde. Donc ça, très très bon, disponible pour tout le monde, pas que pour les OEM, donc pas que pour les gens qui assemblent des PC. Donc vous pourrez les acheter et c'est à des prix. Alors on n'a pas les prix ici, pourtant ils ont donné pendant le. Ok, ils nous donnent pas les prix, c'est très bête. Ils ont été donnés, c'était entre 200. Eux ils ont présenté un Ryzen 5 et un Ryzen 7 et le Ryzen 5 il était aux alentours de 260$ et 360 pour le Ryzen 7, ce qui était plutôt très correct. Donc en vrai, c'est vraiment, je trouve ça dommage qu'ils les aient pas sortis plus tôt. Et c'est vraiment quelque chose qui, en plus, en ce moment, a encore plus de sens que d'habitude. Côté carte graphique, on a eu des cartes graphiques, mais mobiles. En même temps, voilà, on s'attendait pas à vraiment autre chose de plus. Mais on a eu des 6600, 6700 et 6800 mobiles. Donc voilà, avec en plus un petit blabla disant que ils avaient créé un espèce de label qui s'appelle. Alors ils l'ont pas repris, j'imagine.
Yes. Euh, Dommage, dommage. Ça avait un petit nom sympa. C'était genre AMD Advantage ou un truc comme ça. Qui aurait été marqué sur, enfin, aurait été dans le nom de certains modèles de PC qui du coup sont équipés de processeurs AMD et de cartes graphiques AMD et plus qui répondent à certains critères exigés par AMD pour avoir des performances et une expérience bonne, comme un bon écran avec au moins 144 Hz, un bon refroidissement, ce genre de trucs. Donc voilà, AMD qui veut vraiment débarquer dans le milieu du PC portable gaming, là où c'est encore compliqué. On a les processeurs, ok, les cartes graphiques, on est encore souvent sur du Nvidia. Ils tentent un truc en ayant des modèles complètement AMD, processeurs et cartes graphiques. On verra ce que ça donne. Mais il y a déjà pas mal de marques qui vont en proposer. À noter qu'il y avait déjà pas mal de marques qui étaient passées au processeur AMD ces derniers temps. Donc c'est pas vraiment étonnant. En train de m'étouffer. Mauvaise idée. Dernier truc vraiment intéressant, cette petite nouvelle technologie du coup qui s'appelle le 3D Vertical Cache. Et du coup ils nous ont présenté ici un processeur Ryzen 9 5900X refait avec le V-Cache pour Vertical Cache. Le principe est de mettre la mémoire cache du coup par-dessus la puce des cœurs. Donc nouvelle fonction, nouvelle technologie qui est en développement depuis pas mal de temps pour empiler du coup des éléments. Ici on va quand même dans un truc très simple de cette technologie où on empile juste la mémoire dédiée au cœur directement sur les cœurs. Ça a un vrai intérêt, au moins en termes de réactivité, hein. Plus c'est prêt, moins ça met de temps, forcément. Après, à voir si on est sur quelque chose qui nous propose un gain significatif. On nous promet 10 ou 15%, 15% voilà, de gain. C'est beaucoup 15%. Je suis pas sûr que ça fera vraiment 15, mais ils continuent à perfectionner aussi bien leur finesse de gravure que leur architecture, pardon. Et en vrai, ça promet quand même des beaux jours à venir pour les prochaines versions, prochaines générations de processeurs chez AMD, alors que déjà à l'heure actuelle, ils sont très très bons. On finit avec la petite info qui est un peu plus du teasing qu'autre chose. Petit passage en disant que, vous savez, il s'était associé avec Samsung pour les puces Exynos. Et du coup, on nous annonce sur ces puces une compatibilité Ray Tracing et VRS. Le VRS, c'est le variable... j'ai oublié le nom. C'est variable quelque chose. À l'aide. Voilà, j'ai oublié. Mais en gros, le principe est de... Ah voilà, variable rate shading. Le principe est de diminuer la qualité de certaines parties de votre image, parties que vous regardez moins, pour rendre le processus plus léger. Donc c'est un peu l'idée est un peu la même que l'idée est de soulager votre matériel, un peu comme du DLSS, mais pas du tout de la même manière. Et du coup, le ray tracing, bah, vous connaissez, hein, l'illumination magnifique. Tout ça sur, du coup, possiblement des smartphones, des tablettes et peut-être des ultrabooks. À voir. C'est quelque chose qui a été annoncé il n'y a pas si longtemps que ça, hein, le travail de Samsung et d'AMD sur ces puces. On verra ce que ça donne, mais on en est encore au début. Avec pourquoi pas en plus dans le futur prise en charge du FSR pour rendre ça encore plus léger. Ça peut régaler. Je me dépêche et on passe à Nvidia. Alors pareil, petit... Bon, allez, je laisse 17 secondes. Nvidia qui met du coup 15 minutes de chrono de timer avant que ça commence. Pourquoi? Je ne sais pas.
C'est beau. We miss Taiwan and wish we could be there in person for Computex. So we created Taipei City in Microsoft Flight Sim and flew in virtually on a GeForce RTX 3080. 3080. Thousands of mods have been created for Flight Sim, and they've been downloaded over 10 million times. This mod will be available just after the keynote. Welcome to Computex 2021. It's always great to talk directly. Bon, voilà. Donc rien à voir. Rien à voir dans l'intro ni dans la mise en scène d'ailleurs. Pas de scène, pas d'écran derrière. Beaucoup plus simple et sobre. Et ce petit mode de Microsoft Flight Simulator qui n'est même pas fait par Nvidia, ou juste voilà, ça tourne sur une 3080. Donc assez marrant, vraiment rien à voir dans la façon de faire leur conférence, et je trouve ça assez marrant. Du coup, je vous avoue que Nvidia, la conférence m'a moins emballé, et vous allez vite comprendre pourquoi. Ils ont commencé par la partie gaming qui, moi, m'intéressait, et ils ont commencé par le fait que voilà, plein de jeux allaient passer au ray tracing, DLSS, Reflex, toutes les technologies maison Nvidia. Donc on a une liste méga longue qui est disponible ici, et on nous en donne quelques-uns du genre Red Dead Redemption 2 qui va avoir le droit au DLSS, comme Rainbow Six Siege et No Man's Sky. Icarus et Dying 1983, eux, récupèrent le ray tracing. War Thunder et Naraka, Bladepoint, CFHD, Escape from Tarkov, eux ont le droit au Nvidia Reflex pour la latence. Donc on voit hein, les jeux qu'on... Je connais pas tous ces jeux, mais ça c'est des jeux qui ont plus déjà ça doit être du PVP, et c'est plus un aspect compétitif. Et enfin on a Doom Eternal qui lui ray tracing mais aussi DLSS pour aller taper les 100 FPS en 4K. Incroyable, franchement 100 FPS en 4K ça fait quand même bien plaisir. Donc ils nous ont montré pendant à peu près 5-10 minutes des extraits de ces jeux qui étaient oui jolis, mais je vous avoue que voilà, c'est pas forcément ce que j'attends d'une conférence Nvidia, plus du matériel, mais j'imagine que c'est ce qu'ils font de bien en ce moment, donc ils le mettent en avant. Ensuite, on a bien sûr eu le droit aux cartes, donc 3070 Ti annoncé à 599$, carte équipée de 8 Go, toujours gravée en 8 nanomètres, donc 1,5 fois les 2070 Super. Carte qui sera disponible en Founders Edition, du coup à 599$ aux États-Unis et un peu plus cher chez nous en France. Intéressant en Founders Edition, après à voir combien il y en aura. Des très bonnes cartes qui en Founders Edition seront à des prix acceptables, sinon en custom, bah, comme les autres cartes, hein, elle vous coûtera un bras. On a eu aussi la 3080 Ti, hein, aucune surprise, donc 3080 Ti qui est ils l'ont pas marqué ici, mais en gros ils l'ont marqué comme la carte ultime pour jouer à des jeux vidéo. Donc je vous l'avais dit, hein, c'est vraiment la carte ultime pour les jeux vidéo. 1,5 fois la puissance d'une 2080 Ti, 12 Go de mémoire dédiée, un monstre de puissance à 1199 en Founders Edition, en dollars bien sûr. Donc voilà le monstre, on a des petits graphes qui montrent les différences avec les anciennes générations. Est-ce que c'est mieux? Oui, encore heureux. Petit point en France, avec les prix en France. 3070 Ti à 619€ en Founders Edition. Il n'y en aura pas beaucoup et ça partira vite à ce prix-là, et assez incroyable. Et ça me semble très bizarre, 1199, donc le même prix qu'en dollars, pour la 3080 Ti Founders Edition, ce qui en fait une carte moins chère
que la 2080 Ti, qui est sortie à 1259 € en France. Donc voilà, encore une fois, prix des Founders Edition, les cartes custom seront plus chères, et on ne sait pas trop la disponibilité de ces cartes, mais du coup c'est des très bons prix. En vrai c'est des très bons prix, c'est moins cher que la génération précédente, ça peut difficilement être mieux. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait d'intéressant sur la conférence Nvidia. En vrai, il y avait une grosse partie dédiée aux professionnels avec des trucs pour l'intelligence artificielle, du matériel de serveurs, de cloud, tout ça. Donc un peu moins destiné à nous. Donc moins d'intérêt, je vous avoue, et je me suis un peu ennuyé. Mais c'est bon, les cartes 3070 Ti et 3080 Ti sont annoncées et vont bientôt sortir. Toujours dans le Computex, et on va aller vite, des cartes mères de chez ASRock avec des X570S et B550. Des cartes qui peuvent sembler très très classiques. Seul point atypique, elles ont ce petit support là que vous voyez ici qui permet de faire un support pour votre carte graphique. Donc voilà, petit truc en plus, pourquoi pas. Ça coûte pas grand chose et ça peut avoir un intérêt sur des grands modèles de cartes graphiques. Donc plutôt sympa. La différence entre ces deux cartes, le PCI 4.0, on en a que un ici, et sur l'autre carte tout est PCI 4.0. Voilà. C'est tout, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais la petite idée du support par contre, ça, c'est malin. Il en faut peu, mais c'est malin. On continue avec de la DDR5 et c'est XPG, donc filière d'Adata, qui nous montre des kits de DDR5 avec des fréquences de ouf. Encore une fois, on va pas chercher des grosses capacités. Là, on a vu qu'on peut passer à 128 Go sur une barrette en DDR5. Ici, on fait pas ça, on reste de 8 à 32. Par contre, on va chercher jusqu'à 7400 MHz. Pour les plus petits modèles, ça va à 6000, ce qui est largement au-dessus des 4800 MHz annoncés comme la norme basse de la DDR5. Donc voilà, après en termes de design, classique. Autre kit de DDR5 avec ici, voilà, des fréquences plus classiques, 4800 MHz, mais des formats pour PC portable. Donc ça aussi, ça arrive dans nos PC portables de la DDR5, ça va faire bien plaisir. Ça va nous permettre d'avoir des ultrabooks toujours très fins et toujours plus puissants. Et ça fait vraiment plaisir. En plus, imaginez, si du coup on peut passer sur une barrette à 128 Go, on pourrait même avoir un ultrabook avec une seule barrette, et peut-être pas 128 Go parce que ça n'a pas grand intérêt, mais 32 ou 64 à des prix plus corrects. Ça peut être intéressant. Mais bon, la DDR5 sera fin d'année. Ensuite, on a Thermaltake qui, eux, profitent pour annoncer tout leur catalogue. Hein. Vraiment, on rigole zéro. On a tout le catalogue ici. On commence avec le Divider 300 qu'on avait déjà vu et qui a une nouvelle version. Avant, on avait une fenêtre en verre trempé en façade. Maintenant, on peut avoir une façade en mèche. Donc, il le décline en R, en fait. Soit c'est TG pour tempérer de glace, soit c'est R. Bon, ici c'est TGR parce qu'il y a quand même une vitre sur le côté. Voilà, donc on a le 300, mais aussi le 500 qui est du coup juste plus grand, donc avec potentiellement plus de compatibilité. Place de mettre des gros radiateurs, tout ça, ce qui sera un peu moins le cas dans le 300. On est sur là déjà du gros modèle. Plus petit, plus grand, pardon, plus grand et encore plus de compatibilité en termes de refroidissement, parce qu'on peut mettre jusqu'à 13 ventilateurs dans ce boîtier, incroyable. Du coup, boîtier totalement en verre trempé ici, hein, pas de finition mèche. On prend exemple sur le P8, un ancien
qu'on rend un peu plus compact, mais on garde beaucoup de place pour beaucoup de choses, notamment 13 ventilateurs. On n'a pas les prix, c'est un peu dommage, j'aurais aimé avoir les prix. Ça ressemble un peu à l'Aquarius de Xigmatech, je trouve. Ici, plus petit, le 200 qui a un format cube, là aussi finition soit en verre trempé, pas présent ici, soit en R, donc en mèche, donc avec un espèce de grillage. Format cube, tout petit, micro ATX, suivant ce que vous préférez. Franchement, ils nous ont vraiment annoncé tout le catalogue. Ils en profitent. On finit avec Thermaltake et de la RAM. Alors, c'est pas des nouvelles RAM, on en avait déjà parlé, mais ils ajoutent des coloris. Vous savez, c'est les RAM qui sont les kits avec plein de couleurs différentes. En vrai, je trouve ça plutôt sympa. Donc, ils ajoutent ce coloris-là et ce coloris-là, si je ne me trompe pas. Et ils ajoutent aussi sur The Tower 100, qui est un mini format ITX en boîtier. Donc aussi avec la couleur turquoise et Racing Green. J'aime bien le Racing Green. La promo du jour. Bon bah, je crois qu'il n'y aura pas de Trackmania aujourd'hui, malheureusement. Donc tant pis. La promo du jour, une webcam, peut-être la meilleure webcam de Logitech, la Streamcam, qui est ici très très proche des 100 €, plus vers les 150 habituellement. Franchement, c'est une très très bonne webcam. J'ai longtemps hésité à prendre celle-là quand j'ai acheté ma webcam. Malheureusement, elle n'était pas à 100 € à l'époque. Et le seul défaut de cette webcam, c'est sa connectique. C'est de l'USB-C, donc il faut avoir la connectique USB-C, sinon c'est galère. Mais en termes de qualité, on est vraiment sur du top. Ici en promo à 101,89 €. Plutôt intéressant hein, comme promo, vraiment. On finit avec un petit comparatif. Toujours amusant de comparer les processeurs. Ici, on va comparer le Ryzen 7 dernière génération, donc le 5800X, avec les i7 dernière et avant-dernière génération, les 11700K et 10700K. Et bah, AMD meilleur. En vrai, bon, en moyenne de 3%, pas beaucoup plus. Mais ils sont quand même meilleurs en gaming, attention. Et le truc le plus important, ici on n'a que le test en 1440p entre le Ryzen 7 et le i7 10e génération. Et on a du coup 3% meilleur en moyenne. Mais ce qui est très intéressant, et ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est qu'il n'y a quasiment pas d'écart entre le i7 10e et 11e génération. Et ça c'est un peu triste, parce qu'on a quand même, quand on change de génération, on espère quand même avoir des gains en performance, au moins pas forcément énorme, mais au moins un minimum significatif, et là pas vraiment, voire vraiment pas. On finit avec les stocks, et c'est toujours, on va faire un petit refresh, mais en vrai c'est toujours pareil, on a toujours les 6700 XT de chez ASRock qui restent là, avec la moins chère à 950 et la plus chère parce qu'il y a du RGB à 1240, très très cher hein, quand même. Ensuite, on a les 6900 XT, voilà. La moins chère qui est la seule qui est vraiment moins chère, la Saphir à 1800. Ensuite, on a celle-là qui est nouvelle depuis cette semaine, la Aorus à 2200 tout de même. Mais c'est pas la plus chère parce qu'on a une Saphir et une MSI à 2600 et une Saphir Extreme Edition à 2650. Donc voilà, hein, c'est toujours très cher. Les cartes Nvidia sont largement plébiscitées et quand il y a du restock, ça disparaît très très vite. Là où sur les cartes AMD, bah, c'est moins le cas. Alors, comment justifier cette différence? Bah, je sais pas trop en vrai. Bon, après, sur le très haut de gamme, je peux comprendre. Honnêtement, je peux comprendre. Mettre 2650 € dans une 6900 XT, ça peut paraître énorme. Après, on peut mettre 1800. Hein, et par contre, sur les 6700 XT, bah, pareil, hein, ces modèles-là qui sont quand même très chers, c'est là qui est un peu plus attractif, un peu étrange qu'elles ne partent pas.
alors que, je vous dis, hein, les Nvidia, elles sont pas vraiment moins chères, hein, voire pas du tout. Mais elles tiennent pas. Allez, on aura conclu sur le triste statut des stocks de cartes graphiques. Mais maintenant, on commence à être habitué et ça me fait un peu moins de mal au cœur. Je commence à m'habituer à la détresse des cartes graphiques. J'espère que vous avez apprécié ce point Actu Hardware avec ce gros review des conférences du Computex. Ça a été long aujourd'hui, j'espère que c'était pas trop long. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des retours. Et on se retrouvera demain pour la suite des actualités du Computex. En ce moment, c'est beaucoup ça. Merci d'avoir regardé.